Bien, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi en cette rentrée de vous retrouver très nombreux pour partager avec vous quelques arguments pour convaincre les chefs d'entreprise. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dominique Vacher. J'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle dans le groupe EDF comme manager, un peu à tous les niveaux. J'ai été DRH d'une grosse entité sur Paris. Et puis, pendant plus de 10 ans, j'ai animé le domaine santé-sécurité au travail au sein de ce groupe. Parallèlement, j'étais professeur associé au CNAM à Paris, au Conservatoire national des arts et métiers. Et puis, j'ai occupé des responsabilités européennes, internationales, notamment avec l'AISS. Et en 2014, j'ai fondé ma société DB Conseil pour accompagner des entreprises sur le champ de la responsabilité sociétale et en utilisant ce champ de la santé-sécurité au travail pour rentrer et réinterroger les pratiques des entreprises. Je vous parlais de cette expérience de management et donc j'ai commencé par avoir à maîtriser ces aspects SST en tant que responsable d'équipe. Et c'est ensuite seulement que j'ai amélioré mon expertise, voire construit mon expertise sur le sujet. Et je me suis toujours inquiété du temps où j'étais expert et conseiller, donc, de me positionner vis-à-vis des managers, non pas comme quelqu'un qui vient poser des contraintes supplémentaires à la production et au délivré, mais plutôt comme un facilitateur pour aider cette population à atteindre ses objectifs. Et j'ai essayé d'en faire une spécialité de cet angle un peu particulier pour aborder la SST. Et du coup, je me suis évidemment aperçu, comme beaucoup d'entre vous, que quand le numéro 1 de l'entreprise n'est pas trop impliqué sur ce sujet, eh bien, en tant qu'expert, on rame un peu pour faire bouger les choses. Et donc, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, notre cible, qui sont les dirigeants, soit nombreuse à être connectés. Mais pour autant, même si vous êtes préventeur, même si vous êtes RH, eh bien, écoutez, j'espère que ces arguments vous permettront de mieux pouvoir discuter de ces sujets avec vos patrons, et c'est bien l'objectif de ce moment que nous allons passer ensemble. On va aborder 5 petites séquences pendant cette grosse heure que nous allons passer ensemble. Et on va commencer tout de suite par vérifier un petit peu quelles sont les conditions qui pourraient améliorer le discours et pour convaincre un dirigeant. Ensuite, je vous partagerai ces 10 arguments. On passera très vite sur le comment faire de façon très synthétique et je terminerai cette intervention par 5 messages clés. Et j'aimerais avoir un petit peu de temps pour échanger avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, pas dans le chat, dans l'onglet questions, et j'essaierai de faire un peu d'interactivité avec vous en fin de présentation. Alors, première séquence, conditions pour convaincre un manager, un dirigeant. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la perception générale de ce champ de la SST, santé, sécurité au travail, pour la majorité des employeurs, est quelque chose qui est vécu comme une contrainte. Pourquoi ? Parce qu'on a une réglementation européenne et française qui est plutôt complexe, touffue, technique, et on a vite envie de renvoyer ça vers des experts. On a un risque d'amende quand on n'est pas conforme de façon avérée par exemple l'inspecteur du travail. On a un risque pénal, bien sûr, en cas d'accident ou de maladie professionnelle grave. Et on verra tout à l'heure que ce risque pénal, il va plutôt s'amplifier que se réduire. Il y a des débats parfois compliqués avec les représentants du personnel. On sort en France du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, ce fameux CHSCT, qui est aujourd'hui remis ce sujet de la SST au sein du CSE, qui commence à s'instaurer. C'est pas l'endroit où le dialogue est le plus fluide dans l'entreprise en général. Donc, ça peut être vécu comme une contrainte, ça aussi. Et puis, ces obligations de toujours discuter avant, il peut y avoir des expertises et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, ça fait perdre du temps en première approche sur tous ces sujets. Et puis, bien sûr, c'est vécu comme des coûts. Il y a des formations obligatoires, il faut acheter des dispositifs de sécurité, il faut doter les salariés avec des équipements de protection individuelle. Et c'est clair qu'en première approche, eh bien, ça peut tout à fait être vécu comme une source de dépenses. Et puis ce temps perdu parce que il faut discuter, préparer, s'assurer que tout ça va bien marcher. Bref, c'est une contrainte, vous le savez tous. C'est plutôt comme ça que la santé sécurité au travail est vécue aujourd'hui. Alors qu'en fait, on va s'apercevoir au
autour de cette heure que nous allons partager ensemble, que la SST, c'est un bon moyen de poser les fondamentaux pour répondre à sa responsabilité sociétale d'entreprise, et donc de mettre en place une démarche de risk management, puisque la RSE, au final, ça n'est que ça. Ça permet de conforter une éthique de business, parfois il y en a bien besoin, et il y en a bien besoin surtout pour que les employés dans l'entreprise se sentent bien, parce que c'est toujours plus sympathique et motivant de travailler pour une entreprise qui fait les choses correctement. Ça permet aussi de recruter les meilleurs, on va le voir. Ça permet également de rassurer ses parties prenantes, toutes, que ça soit le banquier, que ça soit l'assureur, que ça soit le client, que ça soit, etc. Le rassurer sur quoi? Sur votre capacité à maîtriser vos activités et à maîtriser les risques liés à ces activités. Et donc, du coup, ça permet de remporter de nouveaux marchés. Si vous remportez de nouveaux marchés, vous développez votre chiffre d'affaires et tout ça permet de créer de la valeur à moyen et long terme. Bref, en fait, c'est une opportunité. La SST, c'est évidemment avant tout une affaire humaine. Il est question de ne pas altérer la santé et la sécurité au travail des salariés des prestataires, des tiers, des riverains de vos sites, etc. Donc, on pourrait partir du principe, et c'est ce que j'entends souvent dans les entreprises, la SST, c'est une affaire d'éthique. Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous décevoir, mais si l'éthique suffisait, ça se saurait, et on n'aurait pas besoin de partager toutes les expériences des uns et des autres pour comment s'améliorer en santé et sécurité au travail. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, pour moi, la condition sine qua non pour convaincre un dirigeant de vraiment s'occuper de la santé. Alors, pourquoi je dis vraiment? Tout simplement parce que, peut-être comme moi, avez-vous vécu, des dirigeants qui savent parler de la santé et sécurité au travail, c'est déjà bien, sans raconter de bêtises, et qui s'engagent, safety first, etc., etc. Sauf que dans les faits, dès qu'il s'agit de faire quelques économies dans l'entreprise, il n'est pas rare, pour certaines entreprises, que ce soit la santé et sécurité au travail, un des domaines sur lesquels on vient très rapidement demander de faire des économies. Donc, il y a un décalage entre le dire et le faire. Et pourquoi il y a ce décalage? Eh bien parce que même si politiquement, un chef d'entreprise ne peut pas dire qu'il se moque de la SST, très concrètement, le chef d'entreprise, il se bat au quotidien pour remplir son carnet de commandes, pour produire, avoir des clients satisfaits, nouer des partenariats stratégiques, etc., etc. Tout ça nécessite des ressources, dont des euros bien sûr, et il faut bien aller les trouver quelque part, ces euros. La condition qui permettra à un chef d'entreprise de changer d'état d'esprit vis-à-vis de la SST, c'est s'il est convaincu que ce champ devient une opportunité de business. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment trouver des arguments pour montrer que la santé et sécurité au travail, en fait, est une opportunité de business. Et donc, on va passer sur cette deuxième séquence, les 10 arguments. Alors, il y en a sûrement d'autres, hein, mais ceux-ci me paraissent très marqués. Et le premier, eh bien, c'est se rappeler qu'investir en prévention, ça rapporte. Alors, on a des études qui datent déjà, puisque l'Association internationale de sécurité sociale, en 2009, sous la responsabilité du MEDEF allemand et de la sécurité sociale allemande, a conduit une étude auprès de 300 entreprises dans 15 pays participants, Asie, Amérique, Europe, dans des entretiens en face à face. Et l'idée, c'était de savoir, quand on investit dans la prévention, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Et si oui, quel est-il? Eh bien, cette étude démontre que pour 1 euro investi en prévention, en moyenne, le retour est de 2,2. Et vous voyez que ça s'étale puisqu'on a à peu près 9% des entreprises qui ont un retour de 1 pour 1, mais ça peut aller jusqu'à plus de 10% des entreprises qui ont un retour de plus de 7 pour 1 investi, en moyenne 2,2. Alors ça, c'est au niveau international et ça a été fait en 2009 et plus récemment et en France. En 2014, l'Office public de prévention du BTP a conduit le même genre d'études auprès de 101 actions dans des TPE, PME et grosses structures de BTP. Et ils arrivent exactement à la virgule près au même résultat. Alors, je ne vais pas me battre avec les virgules. Retenez simplement qu'en ordre de grandeur, pour 1 euro investi, on a un retour en moyenne de plus de 2, et pas dans des délais extraordinaires, hein, puisque l'OPBTP nous parle de 18 mois sur les retours sur investissement. Donc, ce n'est pas des choses qui sont à 10-15 ans sur du très long terme.
Le deuxième argument, et celui-là, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui a conduit mon angle d'attaque de la SST, c'est de prendre conscience que votre performance en santé et sécurité au travail, finalement, rend compte exactement de votre niveau de maîtrise de vos activités. Autrement dit, une faible performance en santé et sécurité au travail traduit le fait que vous maîtrisez mal votre activité. Alors, les chefs d'entreprise, pour certains, arrivent à vivre avec une faible performance santé et sécurité au travail. Mais quand on vient leur dire qu'ils maîtrisent mal leurs process et leurs activités, là, ça les gratouille un peu plus. Et donc, je vais prendre quelques exemples pour vous démontrer que cette affirmation est toujours démontrée, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son secteur d'activité. Je commence par une étude macroéconomique de l'Organisation internationale du travail qui date de 2006 et qui classait avec les carrés la compétitivité des pays, en partant des plus compétitifs jusqu'aux moins compétitifs, et avec les triangles, mettait en perspective le nombre de décès au travail par 100 000 travailleurs. Qu'est-ce qu'on observe? Plus la compétitivité du pays est bonne, moins il y a de décès au travail. Et à l'inverse, moins la compétitivité du pays est bonne et plus il y a de décès au travail. Il y a un lien direct entre la compétitivité et la maîtrise de la performance santé-sécurité au travail. Ici, vous avez une entreprise qui a des sites industriels qui doivent subir tous les 10 ans des maintenances très lourdes. On arrête tout et on démonte tout, on nettoie, on remonte et on repart. Alors, vous imaginez bien que sur ce genre d'exercice, les équipes en direction des sites sont très impliquées pour que tout se passe parfaitement bien, dans un temps le plus réduit possible, et organise l'arrivée des prestataires, etc., etc. Et je me suis amusé dans cette entreprise à mettre en perspective pour chaque site sa performance SST avec le nombre de jours où on a dépassé le délai initial prévu pour cette maintenance. Qu'est-ce qu'on observe? Plus le site a une bonne performance SST et moins il a dépassé le délai prévu initialement. Et à l'inverse, plus la performance SST est médiocre, et plus ce site a dépassé, et de beaucoup, le délai initial prévu. Donc, vous avez bien un lien direct entre la santé-sécurité au travail et la maîtrise de l'activité. Ici, vous avez une entreprise qui délivre des paquets. Vous savez, les gens dans cette entreprise, les livreurs, partent avec un véhicule, chargent les paquets de la tournée du jour et font la tournée. Et le soir, normalement, si tout s'est bien passé, il n'y a plus de paquets dans le véhicule. Ils suivent un indicateur global de l'activité qui s'appelle le taux de retour, c'est-à-dire ils mesurent le nombre de fois où il y a des paquets qui reviennent. Parce que on s'est trompé d'adresse, parce qu'on a oublié de prévenir le client, parce que le paquet était cassé, parce que c'était pas la bonne chose qu'il y avait dans le paquet, bref, pour tout un tas de raisons. Et je me suis amusé à mettre pour chacun des sites la performance SST au regard du niveau de taux de retour. Qu'est-ce qu'on observe? Quand la performance SST est bonne, le taux de retour est très faible. Quand la performance SST est moins bonne, le taux de retour augmente. Il y a bien un lien direct entre la maîtrise du business et la performance santé-sécurité au travail. Encore un petit exemple. Ici, vous avez un équipementier automobile, un des leaders mondiaux. Je faisais une conférence à leur demande auprès de tout leur staff HSE et j'avais préparé dans cette conférence en allant sur leur site internet et j'avais vu qu'ils suivaient un indicateur global qui était le nombre de pièces rejetées par million de pièces produites. Et je me suis amusé année par année à mettre en perspective la performance HSE de cette entreprise avec le nombre de pièces rejetées par million de pièces produites. Qu'est-ce qu'on observe? Les années où la performance SST est meilleure, comme par hasard, on a moins de pièces rejetées. Les années où la performance SST est en devenir, on a plus de pièces rejetées et rebutées. Il y a un lien direct entre la maîtrise du business et la performance SST. Ici, dernier petit exemple, vous avez une entreprise qui fait de l'acquisition de données sur la géophysique pour savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, s'il y a du gaz, du pétrole, de l'eau, etc. Et cette entreprise suit ce qu'ils appellent des coûts de non-qualité. Alors, c'est quoi les coûts de non-qualité? C'est toutes les dépenses supplémentaires que l'entreprise est amenée à faire entre le moment où le client a signé son bon de commande et le moment où ce que le client a acheté, la garantie de ce qu'il a acheté, s'éteint. Pendant tout ce temps-là, si l'entreprise a à y revenir, à redépenser de l'argent, c'est considéré comme des coûts de non-qualité au sens large. Et dans cette entreprise, dans ce groupe,
internationale, je me suis amusé, là encore, à mettre en perspective année par année la performance SST du groupe et les coûts de non-qualité. Qu'est-ce qu'on observe? Les années où la performance SST est meilleure, les coûts de non-qualité sont plus faibles. Les années où la performance SST est moins bonne, les coûts de non-qualité augmentent. Alors, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a vraiment un lien direct entre la performance et ça, pour un chef d'entreprise, c'est tout à fait intéressant de pouvoir lui démontrer ça. Et si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à m'appeler et j'essaierai de vous aider parce qu'on peut le faire partout, qu'on soit dans des petites, moyennes, grandes entreprises et quel que soit le secteur d'activité. Le troisième argument, c'est que performer en SST amène à l'excellence. C'est un peu la suite logique du deuxième argument. La SST, c'est un champ rassembleur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'entreprise, la SST est un des rares domaines où tout le monde est d'accord, syndicats, salariés, direction, sur les objectifs qu'on cherche à atteindre, à savoir pas de maladie professionnelle, pas d'accident du travail, pas de décès au travail. Là où à la marge on peut discuter, c'est sur comment on s'y prend pour y arriver. Mais sur l'objectif, la SST est un champ rassembleur. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce champ pour mettre en place les pratiques nécessaires pour exceller en santé et sécurité au travail. On en parlera très très vite tout à l'heure sur le comment. Et il se trouve que ces pratiques pour exceller en santé et sécurité au travail, eh bien, vont permettre à l'entreprise d'exceller sur tous les autres domaines, quel que soit le sujet. La qualité, bien sûr, l'environnement, bien sûr, mais le respect des délais, le respect des coûts. On travaille aussi sur l'égalité homme-femme, bien sûr, l'accueil du handicap, l'absence de corruption, la création de valeur dans la durée, etc., etc. Et donc, au final, l'excellence en santé et sécurité sert une démarche de risk management qui renforce la responsabilité sociétale de l'entreprise et donc sa pérennité. Et pour vous témoigner de l'intérêt de ça et de cet angle d'approche, pour avoir récemment, au terme d'une mission très intéressante dans une des entreprises que j'ai citées dans les exemples précédents, qui avait décidé non seulement de former le comité exécutif, non seulement de former tous les managers, mais également, et c'est très rare, de former tous les salariés à la même démarche, eh bien, j'avais comme retour des salariés, durée de formation 4 heures. Écoutez, monsieur, on ne va pas se cacher, on est arrivé dans cette formation santé-sécurité à reculons, parce que encore une formation HSE. Mais alors, c'est la première fois qu'on nous parle de HSE comme ça. Ah, mais là, ça change tout. Et les gens ont compris qu'aider leur entreprise et donc contribuer en termes de posture, en termes de comportement, à réaliser les objectifs et à réaliser la mise en place de ces pratiques socles dont je vous parlais, pour faire en sorte qu'elles soient effectives dans le travail au quotidien, eh bien, non seulement ça a évité que des salariés, qui pouvaient être eux-mêmes ou un collègue, subissent des atteintes à leur santé, mais en plus, ça permettait à l'entreprise de progresser et donc, quelque part, d'œuvrer à pérenniser son propre emploi. Et ça change tout en termes de culture, santé-sécurité et au final, d'ailleurs, une culture d'excellence. Le quatrième argument, c'est de considérer que travailler dans une entreprise qui répond à sa responsabilité sociétale d'entreprise, c'est quelque chose qui aujourd'hui est recherché. Alors, c'est une étude qui a été réalisée par Opinionway et 20 minutes pour l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, décembre 2017, donc c'est pas très vieux. Alors, je prends ces chiffres avec beaucoup de prudence, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on commence à avoir des données. 70% des jeunes privilégieraient de rentrer dans une entreprise qui a du sens. Et dans une question ouverte, on leur demandait, mais une entreprise qui fait sens pour vous, c'est quoi? Eh bien, la majorité des expressions se rejoignaient pour dire qu'une entreprise responsable, c'est une entreprise qui est à la fois humainement et écologiquement responsable. Humainement responsable, forcément le lien est fait avec notamment la santé et sécurité au travail. Et donc, une entreprise qui performe en santé et sécurité au travail affiche clairement que l'humain, pour elle, c'est important. Et si l'humain est important, quelque part, c'est attendu par les gens qui voudraient venir rejoindre l'entreprise. Donc, ça permet quelque part de poser des bases pour recruter les meilleurs. L'argument suivant, c'est encore une étude de l'Institut Think pour la Fabrique Spinoza qui a été faite auprès de 613 actifs salariés français
qui ont été interrogées en mai 2017, selon la méthodologie des quotas, pour être tout à fait précis. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit qu'un collaborateur heureux au travail est 37% moins absent que les autres, 50% plus motivé, 25% plus engagé, 33% plus performant. Alors, là encore, je prends ces chiffres avec beaucoup de pincettes. Je note juste ce qui est assez intuitif, c'est que quelqu'un qui est bien dans son boulot et dans son entreprise, eh bien, va s'investir plus, va être plus présent, etc., etc. Donc là encore, la composante SST, dans les fondamentaux qu'elle appelle pour exceller, vont réunir tous les ingrédients pour que les gens se sentent bien au travail et se sentent bien dans l'entreprise. Donc, on va bénéficier des bénéfices de ces constats que je vous propose. Le 6e argument, une entreprise qui excelle en SST est labellisable à un haut niveau sur un label qualitatif et attire l'achat responsable. Alors ça, c'est une action que je suis en train de travailler au niveau international et au niveau français et qui part du fait que les constats qu'on vient de faire, la performance SST, ça signifie que vous maîtrisez les risques SST, mais par élargissement des pratiques, ça signifie que vous maîtrisez tous les risques liés au business. Et donc, que vous êtes une entreprise qui est intéressée en termes de prise de risque lorsqu'on travaille avec vous, j'y reviendrai dans un instant. Ne pas avoir d'accident, notamment ne pas avoir d'accident avec arrêt, ne signifie pas que tout va bien. Il y a des préventeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Vous savez très bien qu'un TF faible, TF donc accident du travail avec arrêt, taux de fréquence, ne signifie absolument pas que tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il suffit finalement de mettre de la pression pour manager l'indicateur, alors qu'on se fiche complètement de la santé et sécurité au travail. Si vous dites à un salarié, on est bien d'accord, si tu déclares un accident du travail avec arrêt, tu passes à la compta et tu n'es plus salarié de l'entreprise demain, comme par miracle, il n'y aura plus d'accident du travail avec arrêt et l'épaule luxée dans l'atelier deviendra l'épaule qui a été luxée le dimanche après-midi sur le stade de rugby. Par contre, on peut aussi avoir 0 accident avec arrêt, mais c'est le résultat de pratiques de direction d'entreprise et de management et de pratiques vertueuses. Alors, qu'est-ce que je veux entendre par là? Tout simplement, c'est si vous mettez un bonus-malus uniquement sur le résultat de l'accidentologie, ça ne fait pas sens, puisqu'on vient de découvrir qu'on pouvait obtenir de bons résultats sans pour autant vraiment s'occuper de santé et sécurité au travail. Donc, ce qu'il faut le rechercher, c'est en tout cas ce qui me semble être logique, c'est une façon d'encourager les pratiques vertueuses en donnant à voir sur leur existence dans l'entreprise et leur présence, indépendamment du fait qu'il y a des résultats qui sont bons ou qui sont moins bons. Pour pouvoir atteindre cet objectif, eh bien, on peut imaginer de travailler sur un label qualitatif. Alors, vous avez une échelle de labellisation que je vous propose ici. Et en utilisant un tel label qualitatif, eh bien, ça vous permet, lorsque vous êtes très bien labellisé, de transformer la santé et sécurité au travail d'un statut de contrainte en un statut d'opportunité de business. Pourquoi? Tout simplement, c'est que si vous faites l'effort de mettre en place les pratiques vertueuses et d'obtenir d'excellents résultats en SST qui vont vous permettre, parce que le label constate l'existence de ces pratiques vertueuses en A+ ou en A, et que votre compétiteur, et c'est notablement vrai pour les TPE et les petites PME, alors que votre compétiteur, lui, n'a pas fait cet effort et n'est pas capable de dire quoi que ce soit, eh bien, cet argument devient un atout pour communiquer auprès de vos prospects. Et il y a de fortes chances pour que ceux qui cherchent une entreprise responsable et qui sont tournés vers une logique d'achat responsable et qui sont tournés, comme tout acheteur, vers une logique où quand j'achète, j'essaye de prendre le moins de risques possible, il y a beaucoup de chances qu'ils viennent plutôt chez vous plutôt que chez le compétiteur. Et du coup, la SST devient un atout concurrentiel. Alors, vous allez me dire, oui, mais on va encore inventer quelque chose de plus avec ce label qualitatif. Alors qu'aujourd'hui, il y a des certifications. Alors, pourquoi on n'utilise pas les certifications? Eh bien, écoutez, moi, en tant que manager, évidemment, je suis allé chercher avec mes équipes des certificats ISO 9000, 14000, OSAS, etc. Il n'y a pas de débat sur le fait que ces standards, ces normes, sont des outils qui font progresser. Si on les prend au bon niveau de réflexion, parce que si on se noie dans le détail de la norme, on passe à côté du sujet.
Une certification, il faut que vous en soyez convaincus, hein, une certification ne signifie pas l'excellence. Ça, c'est une affirmation mensongère. Le problème, c'est qu'elle est trop souvent entretenue parce que ça arrange tout le monde, notamment certaines entreprises, de dire, vous voyez, je suis certifié, donc vous pouvez me faire confiance. Alors pourquoi c'est pas une égalité avec l'excellence, la certification? Ben, tout simplement parce qu'elle n'atteste pas l'excellence, elle atteste la présence d'une boucle d'amélioration continue sur le domaine sur lequel vous êtes certifié. Donc elle atteste que le progrès est en route. Mais suivant d'où vous partez, l'excellence peut être encore loin. Et de plus, elle ne donne aucune indication qualitative quant à votre niveau de maturité par rapport à l'excellence. C'est binaire, on est ou on n'est pas certifié. En plus, il n'y a aucune donnée qualitative. Vous n'avez même pas la communication des observations que l'auditeur a fait pendant son audit. Vous n'avez même pas la communication des recos ou des non-conformités que vous avez levées parce que vous êtes très réactif pendant l'audit. Tous ces aspects qualitatifs, nada, on n'en connaît rien. Donc, je dis bien, c'est un outil de progrès, mais on ne peut pas associer la certification avec un niveau d'excellence. D'où l'idée du label qualitatif. Alors, ce label, sur quel ressort il va jouer? Tout simplement sur le fait qu'un produit, un service qui ne s'achète plus, je peux vous assurer que ça amène l'entreprise à se mobiliser très vite pour savoir pourquoi et à prendre les mesures pour y remédier. Et de ce point de vue, je vais vous challenger en vous parlant de Yuka. Vous savez peut-être ce que c'est que Yuka. C'est une start-up qui a mis en place une application sur vos smartphones qui vous permet de scanner les produits que vous allez acheter dans votre supermarché préféré, produits que vous allez consommer. Et en scannant le code barre du produit, Yuka va vous proposer vert, orange, rouge quant au risque que vous prenez pour votre santé à acheter tel produit. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, par exemple, la chaîne Intermarché, au bout de 3 ans de Yuka, a revisité 900 recettes de ses produits parce qu'ils ne se vendaient plus et qu'ils étaient en orange ou en rouge pour pouvoir les faire repasser dans la cotation verte de Yuka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acheteur, quand il exerce sa capacité d'achat responsable, peut faire bouger les lignes. Si c'est vrai pour les produits de consommation courante, et pourquoi ça ne serait pas vrai pour la SST? Et pourquoi un label qualitatif en SST ne pousserait pas les prospects, les clients responsables à plutôt privilégier des entreprises vertueuses par rapport à d'autres? Donc l'idée du label, c'est d'informer l'utilisateur final sur la capacité de l'entreprise à maîtriser ce champ de la SST, et vous l'avez désormais compris, et par élargissement, maîtriser son business. Et donc éviter aux clients une prise de risque lorsqu'elle contracte avec une entreprise correctement labellisée. Donc, je vous présente ici la boucle vertueuse de l'achat responsable. Les clients veulent prendre le moins de risques possible quand ils veulent travailler avec une entreprise. Vous avez compris que la performance SST reflétait le niveau de maîtrise d'une entreprise. De ce fait, quand une entreprise est très correctement labellisée sur un label, eh bien, ça va être une information que l'entreprise va pouvoir communiquer à ses prospects, ses clients, lesquels vont plutôt privilégier ce type d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elles limitent leur prise de risque en contractant avec ces entreprises plutôt que d'autres. C'est QFD. Maintenant, si vous avez des performances SST qui ne sont pas terribles et que vous êtes plutôt bas dans le label, évidemment, on ne va pas communiquer. Par contre, on va vous aider à progresser en mettant en place un plan d'action, lequel va vous faire monter par la mise en place de ces pratiques vertueuses que j'appelle de mes souhaits dans le label, et vous revenez correctement placé dans cette boucle d'amélioration vertueuse. Le 7e argument, beaucoup d'entre vous le savent, c'est qu'une entreprise reconnue pour son excellence en SST remporte des marchés. C'est la déclinaison de tout ce que je viens de vous raconter dans l'argument numéro 6, sauf que c'est plus intuitif encore dans l'esprit des grands donneurs d'ordre. C'est qu'ils savent bien, ces grands donneurs d'ordre, d'abord qu'ils veulent travailler avec des prestataires qui s'inscrivent dans leur propre politique, et notamment leur propre politique de santé-sécurité au travail, et que ne pas performer sur le champ de la santé-sécurité au travail pour de plus en plus de grands donneurs d'ordre, c'est s'exclure de possibilités de contracter avec eux et donc s'exclure de marché. Performance SST qui n'est pas au rendez-vous, pas de marché, pas d'activité, pas d'emploi, on ferme l'entreprise. Performance SST au rendez-vous, beaucoup plus de chances d'avoir des marchés, donc de continuer l'activité, voire de la développer, et donc d'œuvrer pour l'emploi. Et ça reboucle avec ce que je vous disais tout à l'heure. En tant que salarié, quand j'ai compris ça,
j'ai plus envie d'aider mon entreprise à performer en SST par le comportement que j'adopte, par le respect des consignes qu'on me demande de respecter, parce que j'ai compris, un, d'abord que c'était pour moi, deux, que ça améliorait la performance de l'entreprise, et au final, j'œuvre pour pérenniser mon propre emploi. Le 8e argument, il est évident, donc je vais y passer très vite, mais il faut quand même se le rappeler, c'est qu'une entreprise responsable éloigne le risque pénal. Il y a une progression des exigences de la société qui se traduit dans les jugements des juges lorsqu'il y a un événement indésirable en santé et sécurité au travail. Évidemment, quand c'est un décès ou un accident très grave, le salarié, si c'est un accident très grave, ou les parties intéressées, la famille, etc., vont porter plainte et l'employeur risque de plus en plus de peines sévères. Et pour travailler de façon très proche avec des avocats du barreau de Paris, dont certains très connus, ils s'attendent dans les années qui viennent à voir les indemnisations versées aux salariés lorsqu'il gagne son procès contre son employeur sur des sujets relevant de la santé et sécurité au travail. Ils s'attendent à une multiplication par 3, voire 5 de ces niveaux d'indemnisation. Donc non seulement ça coûte déjà un peu cher, mais on s'attend à ce que dans un futur assez proche, les coûts soient encore beaucoup plus exorbitants. Donc c'est un vrai sujet. 9e argument, une entreprise responsable rassure les assureurs. Rappelez-vous la pyramide de Bird, qui est toujours vérifiée. On peut dire ce qu'on veut, plus vous avez de petits événements, plus la probabilité un jour d'en avoir des très graves est forte. Ne pas avoir d'événements indésirables et maîtriser ce domaine de la santé et sécurité au travail, non pas parce que vous avez de bons résultats, mais parce que vous avez mis les pratiques vertueuses en place qui vous font permettre d'avoir de bons résultats, eh bien, ça va vous permettre de discuter avec votre assureur, et notamment la branche AT-MP sur les niveaux de cotisation. Et ça serait intéressant que le législateur se réinterroge sur les mécanismes qui définissent les niveaux de cotisation, et comme je vous l'ai dit, pas uniquement sur les résultats, mais plutôt sur les pratiques nécessaires pour performer en SST. Et comme vous avez compris que la performance SST était liée à la performance tout court, ça vous permet de négocier aussi toutes les autres primes d'assurance, quel que soit le sujet. Je vous signale au passage que certains assureurs en matière de santé au travail ont déjà inclus ce type de raisonnement dans leur approche, puisque, par exemple, Malakoff Humanis, quand une entreprise s'engage dans la mise en place de pratiques vertueuses en matière de santé au travail, diminue a priori la prime d'assurance parce qu'elle sait qu'en mettant en place de telles pratiques, les résultats vont s'améliorer et que donc on anticipe l'amélioration des résultats en baissant la prime. Donc vous voyez que ce n'est pas un vœu pieux, c'est un sujet qui est déjà d'actualité, de pouvoir relier la performance SST avec le niveau de prime d'assurance. Et enfin, le 10e argument, c'est qu'une entreprise responsable rassure ses actionnaires. Vous connaissez tous le Dow Jones sur la place de New York à Manhattan. Peut-être savez-vous moins qu'il existe aujourd'hui un Sustainable Index Dow Jones qui reprend l'idée de coter les entreprises. Simplement, ce Sustainable Index apporte des éléments qualitatifs pour apprécier l'entreprise et aider à sa cotation. Et parmi les éléments qualitatifs qui sont sur le petit graphe que je vous propose, il y a, comme par hasard, la santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, sur ce Dow Jones Sustainable Index, vous avez plus de 60% des investisseurs et pratiquement la moitié des entreprises qui, pour répondre à ces attentes des actionnaires, ont mis en place une stratégie qui intègre des critères environnementaux, sociaux et des critères de gouvernance pour pouvoir rassurer l'actionnaire. L'actionnaire, lui, quand il veut mettre de l'argent sur une entreprise, il lui faut des éléments qui lui permettent de mesurer le risque qu'il prend en mettant de l'argent sur telle ou telle entreprise. Pour rassurer l'actionnaire sur ce sujet, le Sustainable Index Dow Jones propose notamment des données et des pratiques concernant le champ de la santé et sécurité au travail. On est bien dans cette logique de label qualitatif et d'approche qualitative pour rassurer les parties prenantes. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est bien beau, mais c'est bon pour les grandes entreprises. Quand on est une TPE, quand on est une PME, eh bien,
un des acteurs principaux, c'est le banquier. Comment une TPE peut rassurer son banquier sur le fait que si le banquier lui prête de l'argent, eh bien, il a un risque très faible à vous le prêter à vous plutôt qu'à prêter de l'argent à votre compétiteur. Eh bien, je reboucle sur l'idée du label. Si l'idée du label se met en place, vous pourrez réconforter votre banquier lorsque vous êtes correctement labellisé, parce que ça traduit le fait que vous avez les pratiques de production et de travail qui intègrent les aspects santé-sécurité et qui, de ce fait, font que non seulement vous maîtrisez vos risques santé-sécurité, mais vous maîtrisez votre business et du coup, en vous prêtant de l'argent, le banquier prend peu de risques avec vous et il sera donc plutôt enclin à vous prêter de l'argent à vous plutôt qu'à votre compétiteur. Voilà très rapidement, parce que je voudrais partir un tout petit peu maintenant sur le comment et puis garder un petit peu de temps pour échanger avec vous si vous avez des questions. Et je vois que l'onglet est rouge, donc vous en avez. On verra ça ensemble très vite. Et on va passer très rapidement sur comment s'y prendre. Alors, la courbe de Bradley, probablement certains d'entre vous la connaissent. C'est quelque chose, c'est un outil intéressant, il n'y a pas débat, qui a été construit il y a tout de même un certain temps. Et à une époque où les entreprises n'étaient pas organisées et n'étaient pas dirigées comme on le fait aujourd'hui, et on peut se questionner sur la pertinence qui conduit à dire que peut-être Bradley aujourd'hui, c'est peut-être plus tout à fait adapté à notre 21e siècle. Marc Quoi a produit aussi, lui aussi, sa courbe en matière de santé-sécurité au travail. J'ai partagé longuement avec Marc-André, on est d'accord sur beaucoup de points. Pour autant, je vous propose encore autre chose, qui est le chemin de l'excellence, le chemin de Dominique Vacher. Alors ce chemin, évidemment, il s'empare de choses bien connues. Il est constitué de 4 étapes. Une étape équipement, matériel, outillage, où on va essayer de se poser des questions sur comment éviter de faire rentrer des risques dans l'entreprise. Et donc, on va questionner des pratiques d'achat, on va questionner des pratiques de conception, on va questionner des pratiques de projet le plus en amont possible. Et dans ces pratiques, je le répète, on va permettre d'améliorer le champ de la SST, mais on va permettre d'améliorer plein d'autres champs, l'environnement, la qualité, l'égalité homme-femme, etc. Je n'ai pas le temps de tout détailler ici aujourd'hui, mais je vous assure que c'est vrai. Le deuxième champ, c'est évidemment l'organisation, la gouvernance. Alors la gouvernance, je vais m'arrêter juste 2 secondes là-dessus. La gouvernance, c'est tout ce qui est, c'est le cœur de la norme ISO 26000. La norme ISO 26000, c'est une norme qui propose des façons de faire pour assumer sa responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, on a une définition dans l'ISO 26000 de la gouvernance, c'est les pratiques qu'une entreprise adopte pour prendre ses décisions dans le but d'atteindre ses objectifs. Autrement dit, la gouvernance, ça questionne la façon dont l'entreprise prend ses décisions. Retenez simplement que chaque fois, à quelque niveau que ce soit, qu'une entreprise prend une décision sur quelque sujet que ce soit, il y a toujours des impacts collatéraux, et notamment sur la santé et sécurité au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on prend des décisions à un niveau élevé dans l'entreprise, plus on a une potentialité d'impact important sur le champ de la santé et sécurité au travail. Et s'il y a impact, eh bien, il faut se poser la question de leur acceptabilité. Et si ce n'est pas acceptable, alors ce n'est pas cette décision-là qu'il faut prendre, c'est une autre. Bref, je ne vais pas plus loin. Donc ça, c'est le champ, je dirais, organisationnel. Et c'est évidemment pas suffisant, puisqu'on n'est qu'à moitié du chemin quand on fait ces 2 étapes. Et ça veut dire qu'il faut mettre encore d'autres choses en place pour arriver à l'excellence. Je pars par la fin, parce que la culture, vous avez compris que chaque salarié est acteur de la santé-sécurité, la sienne bien sûr, celle de ses collègues et au final celle de l'entreprise. Œuvrer à aider l'entreprise en tant que salarié à mettre en place les pratiques qui vise à l'excellence en SST et à répondre aux exigences de l'entreprise sur ce champ, c'est, vous l'avez compris, aider l'entreprise à être performante, à continuer d'avoir des marchés, et donc au final, vous œuvrez à pérenniser votre emploi. Mais il y a un sujet qu'on ne trouve pas chez Bradley, qu'on ne trouve pas chez Ferron, et qui pour moi est absolument stratégique, c'est tout ce qui touche le manager. Comment l'entreprise choisit son manager, quelle posture
quelle pratique de management on attend de ces managers, eh bien, je vous assure que c'est absolument stratégique au XXIe siècle, parce que si j'en crois les chiffres de tout un tas d'études, les gens démissionnent d'une entreprise, non pas parce qu'ils ne sont pas très en accord avec l'entreprise, la plupart du temps, ils démissionnent de leur entreprise parce qu'ils ont des problèmes avec leur hiérarchie directe. Donc, c'est un vrai sujet que de se poser des questions sur le choix et la posture du manager. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas perdre trop de temps aujourd'hui. Évidemment, c'est un sujet qui à lui seul mériterait qu'on partage tout un tas de choses. Et je vous emmène sur un concept que j'ai mis en place et que j'utilisais beaucoup au CNAM, qui est la voûte de la performance, avec à gauche de cette voûte tout ce qui touche au domaine de la règle, et on est sur les 2 premières étapes de mon chemin, les équipements, l'organisation. À droite de cette voûte, vous avez tout ce qui touche aux valeurs, et là, on est sur la partie droite du chemin, le manager, acteur clé, sa posture, son choix, et puis en clé de voûte, vous avez ce qui me paraît à moi fondamental, c'est le niveau d'exigence du management sur le respect des exigences. C'est assez intéressant de voir que dans beaucoup d'entreprises, il y a tout un tas d'exigences, tout un tas de règles, sauf qu'elles ne sont pas respectées. Alors, si on met des règles en place et qu'on ne s'occupe pas de savoir si elles sont respectées, ça pose un vrai problème. Donc, ce n'est plus des règles, il ne faut plus les appeler comme ça, il faut les appeler des recommandations tout au plus. Mais si vraiment ça doit être des règles, alors il faut réinterroger le niveau d'exigence de l'entreprise sur le respect de ces règles. Et puis, quand en plus de tout ça, on additionne des pratiques qui vont développer de la culture, par exemple en se posant la question « quelle est la durée de vie dans mon entreprise d'une situation anormale ?» eh bien, vous mettez en place un ensemble qui est absolument robuste et qui vous emmène vers l'excellence. Cet ensemble, vous pouvez vous servir, vous l'avez compris, du domaine santé-sécurité au travail, qui est un ensemble qui rassemble tous les acteurs pour, en l'élargissant, arriver à mettre en place sur tous les sujets de votre entreprise l'ensemble de cette voûte. On passe d'une logique où on travaille et on produit en toute sécurité, qui est la cible vers laquelle je veux emmener les entreprises, pour délaisser une façon de faire qui est encore trop présente aujourd'hui, on produit et on travaille, et quand on a un peu de temps, on s'occupe de la sécurité au travail, parce que quand même, il faut un petit peu faire attention, puis il y a beaucoup de risques si on ne s'en occupe pas. La SST n'est pas quelque chose d'en plus, et de ce point de vue d'ailleurs, le fait d'avoir supprimé le CHSCT, je pense qu'il fallait faire ça. Il fallait un CHSCT. On a passé plein d'années, ça a fait progresser, dédié, focusé sur le domaine santé-sécurité au travail. C'est un peu comme la certification. On va chercher une certification ISO 45000, ça met le focus. Quand on part d'assez loin, c'est bien de montrer que c'est un sujet important, etc. Mais arrive un moment où vous butez sur une asymptote, sur un plafond de verre et vous ne pouvez plus progresser. Pourquoi? Parce qu'il faut dépasser ce stade où on manage la santé-sécurité au travail, arrêter de manager la santé au travail pour produire et travailler en toute sécurité. Et ce n'est pas qu'un jeu de place des mots dans la phrase, hein. C'est radicalement différent comme approche. Et de ce point de vue, le dialogue social, en intégrant la santé-sécurité au travail au sein d'un CSE, ça va bien dans cette logique que je défends. Alors certains diront oui, mais du temps du CHSCT, ça mettait plus de pression, c'était ci, c'était ça. Écoutez, moi, ma situation, mon point de vue sur le sujet, il est très pragmatique. Le CHSCT comme le CSE, ce sont des outils. On en fait dans l'entreprise ce que l'entreprise a envie d'en faire. Si l'entreprise, et j'en connais, veulent faire des choses extraordinaires avec un CSE, eh bien, c'est possible. Ça se fait et le dialogue social est de très bonne qualité. Si l'entreprise ne veut pas le faire, eh bien, il ne se passera rien. Et si dans l'entreprise, dans la direction, que les syndicats ne se mettent pas d'accord pour choisir les meilleurs au sein de ces comités pour améliorer la qualité du débat social et arriver à une forme de co-construction, et non pas co-direction évidemment, mais de co-construction de la performance de l'entreprise, eh bien, je pense que là, on est sur des schémas gagnants. Je termine par 5 messages clés qui me sont très chers. Le premier, c'est que pour une entreprise, toute atteinte à la santé d'un salarié, vous l'avez compris, est un marqueur du manque de maîtrise de l'activité. Le second, c'est que vos actes démontrent les résultats, y compris les résultats SST que vous êtes prêts à accepter. Quand vous êtes manager,
Quand je regarde un manager travailler, je peux vous dire, rien qu'en le voyant faire, le niveau de résultat que lui, en tant que manager, est prêt à accepter. D'accord? Son niveau d'exigence traduit le niveau de résultat qu'il est prêt à accepter, avec lequel il est prêt à vivre. Le troisième message, arrêtez de manager la santé et sécurité au travail, préférez manager vos activités en toute santé et sécurité au travail et étendez ensuite les pratiques vertueuses à l'ensemble des domaines. Le quatrième message, et je crois qu'il est très important, c'est que plus de 80% des problèmes rencontrés en santé et sécurité au travail ne sont pas des problèmes techniques ou scientifiques, ce sont d'abord des problèmes de management. Alors bien sûr, il faut des préventeurs. Bien sûr, c'est des sujets techniques. Le bruit, on va parler de décibels, des décibels A, des décibels C, oulala, c'est compliqué, qu'est-ce que c'est, etc. Il faut des gens, j'ai formé pendant 10 ans au CNAM des préventeurs. Évidemment, je ne vais pas vous dire que ce ne sont pas des métiers importants dans l'entreprise, mais ce sont des métiers d'expertise. Ce n'est pas le préventeur qui dirige la SST, ce n'est pas le préventeur qui fait des remarques à des salariés parce qu'ils ne se comportent pas comme ils se devraient. Il ne faut pas confondre les responsabilités. Tout ça, les derniers exemples que je vous prends, ce sont des responsabilités de management. Et tant que les managers n'auront pas compris que produire et travailler en toute sécurité amène de la performance et de la pérennisation de l'entreprise, on ne sera pas encore au fond du problème. Et puis, ça, c'est mon expérience qui vous fait dire ça. 100% des managers qui ont connu un décès ou un accident grave au travail ont radicalement changé leur état d'esprit et leur pratique concernant la SST. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas l'accident grave ou le décès dans votre équipe, parce que comme tous les autres, vous changerez, sauf que ça sera trop tard. Voilà où je voulais vous emmener. Alors, je termine avec cette phrase magnifique d'Albert Einstein. Ce n'est que pure folie que de penser qu'en faisant la même chose, on obtienne des résultats différents. Voilà. Alors, prenez cette phrase, emportez-la avec vous, travaillez avec vos managers, en leur expliquant bien que si on continue comme on a toujours fait, il n'y a aucune raison qu'on ait des résultats différents, qu'il faut donc changer de paradigme. Et de ce point de vue, pour changer de paradigme et vous y aider, eh bien, déjà, concernant cette conférence, l'AISS, avec qui je travaille beaucoup, a édité un flyer avec mon autorisation qui synthétise les 10 arguments que nous venons de voir. Donc, il est disponible en anglais et en français, ce flyer. Donc, vous pourrez le télécharger à l'adresse qui est sur la présentation. Je pourrais vous la mettre d'ailleurs dans les commentaires après la présentation. Si vous revenez en replay, vous le trouverez dans le chat. Et puis, je termine en vous remerciant d'abord d'avoir été nombreux encore aujourd'hui en direct, et je sais qu'il y en a beaucoup qui viendront en replay. Si cette approche vous intéresse, eh bien écoutez, tout est dans mon livre. Voilà, c'est juste le prix du livre. Vous pourrez le... Alors, juste une chose quand même, j'ai bien conscience que c'est enregistré, mais ça ne va pas m'empêcher de le dire. Moi, je vais au bout de mes convictions. Si vous me faites l'amitié d'acheter ce bouquin, je vous demanderai de ne pas l'acheter sur Amazon parce que je considère que cette entreprise ne répond pas au profil que moi j'ai envie qu'une entreprise réponde. Donc, allez plutôt sur le site de mon éditeur ou à la FNAC ou chez Cultura, où vous voulez. Voilà, ça c'est dit. Et puis, merci de votre attention. Voilà. Je vais maintenant aller voir les questions que vous avez posées et je vais essayer d'y répondre en direct. Alors, Myriam Benayash, qu'est-ce que le label apporte concrètement en plus d'une certification type ISO 45000 ou le MAS? Je pense que j'y ai répondu dans la présentation que j'ai faite. Je le redis très vite. Une certification est binaire. Elle ne traduit pas l'excellence à court terme. Elle traduit juste qu'il y a l'existence d'une boucle d'amélioration continue sur le sujet. Et si vous partez de loin, vous êtes encore loin de l'excellence. Et alors, pour vous en convaincre, je vais vous citer le témoignage, et je sais que je peux le faire, d'un garçon qui s'appelle Frédéric Demailly, qui est membre du GEPI, le GEPI étant un réseau que j'ai dirigé avec Patrick Benjamin, un ex-Areva pendant une 20aine d'années. J'en suis toujours membre, mais je me suis retiré du
pilotage de ce réseau. Frédéric Demailly est le directeur HSE de Ariane Group, vous savez, les fusées. Donc, s'il y a bien une entreprise qui n'a jamais le droit de se tromper et qui doit toujours bien faire du premier coup, c'est bien ce genre d'entreprise. Eh bien, Ariane Group a mis au sein d'Ariane en place un tel label, tel que je vous l'ai présenté. Eh bien, le témoignage que Frédéric Demailly m'a fait, c'est que les entités certifiées OSAS 18000 ou ISO 45000 dans son entreprise ne sont pas forcément celles qui sont le mieux labellisées qualitativement. Vous voyez donc bien que certification n'est pas égale à l'excellence. L'excellence s'atteint par un certain nombre de pratiques vertueuses qui permettent d'affirmer que oui, il y a une robustesse quant à la façon d'atteindre les résultats. Quel lien j'établis entre SST et QVT, Céline Mest? Ben écoutez, pour moi, le lien, il est tout trouvé. Vous avez vu dans le 5e argument sur les gens heureux au travail, combien ils sont plus impliqués, moins absents, etc. La SST, pour moi, c'est les fondamentaux de ce qu'il faut faire dans une entreprise pour s'occuper de l'humain. Quand, dans ma 3e étape de mon chemin de l'excellence, je vous parle des managers et de la posture managériale, tout ça va se traduire concrètement par plein d'effets que vous lirez en détail dans mon bouquin si ça vous intéresse. Et il y a une grande partie du bouquin qui est concernée à cette posture managériale, qui va être donc très importante pour améliorer la performance santé-sécurité au travail, très importante pour mettre les gens dans des bonnes conditions d'état d'esprit au travail. Et donc, évidemment, ça a une influence terrible sur la QVT. Vous savez, la QVT, moi, j'étais dans un grand groupe EDF, et évidemment, il y avait des démarches QVT, et évidemment, il y avait des liens entre l'expertise santé-sécurité au travail que je représentais et les gens qui s'occupaient de QVT. Moi, j'ai toujours considéré que offrir un service de pressing aux salariés de l'entreprise, pourquoi pas? Offrir des choses qui permettent aux salariés de faire ses courses dans l'entreprise plutôt que de perdre encore du temps à aller au supermarché, pourquoi pas? Mais attendez, excusez-moi, c'est pas ça qui fait des salariés heureux. Ils vont prendre des salariés. Si on leur propose, ils vont le prendre. Mais c'est pas ça qui fait des salariés heureux. Ce qui fait des salariés heureux, c'est le sens de leur travail. C'est la capacité de l'entreprise et de leurs responsables à donner du sens à ce qu'ils font. C'est la capacité de l'entreprise et de leurs responsables à reconnaître les performances qu'ils donnent à l'entreprise. C'est la capacité de l'entreprise et de leur hiérarchique à les accompagner pour les faire progresser, etc., etc., etc. Là, on est sur de la construction du mieux-être au travail. Parce que le well-being, le bien-être, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Il y a un petit côté état, béatitude. Mieux-être, oui, il y a une progression. On est mieux, voilà. Alors, je ne vais pas prendre les derniers parce que sinon les premiers qui ont posé des questions ne vont pas avoir leur réponse. Quels sont les critères que vous évaluez pour établir votre performance SST, Guillaume Desproges? Mais écoutez, là, je n'ai pas le temps de toutes les citer. Je vous renvoie à mon livre. Je vous renvoie également au concept Vision Zéro de l'ISS. Si vous googlez Vision Zéro ISS, vous tomberez sur tout un petit référentiel de pratiques très pragmatiques et avec lesquels j'adhère vraiment, qui reprennent peu ou prou ce que je dis dans mon bouquin avec des termes un peu différents. En tous les cas, on peut faire se superposer les deux sans beaucoup de problèmes. Je l'ai d'ailleurs fait à l'occasion de formations dans des pays étrangers où j'allais former à Vision Zéro tous les ingénieurs contrôleurs de la sécurité sociale de ce pays et je leur montrais qu'entre mes pratiques et Vision Zéro, il y avait une corrélation mais absolument systématique. Mais ce sont des pratiques vertueuses. Donc voilà, j'ai pas le temps de toutes les énumérer et au nombre desquelles, bien sûr, il y a des pratiques qui touchent le manager et la façon dont il se conduit avec ses équipiers. Coût indirect et direct de la prévention. Très bonne question, Sébastien Médard. Moi, j'ai gardé en tête des chiffres qui disent que pour 1/5 de coût direct, il y a 4/5 en moyenne de coûts indirects. Donc les coûts cachés, les coûts de non-qualité, etc., représentent 4 fois plus que les coûts directs. J'avais essayé de chiffrer les coûts de l'accident en coûts directs. Ce n'est pas une bonne idée.
Ce n'est pas une bonne idée parce qu'on arrive à des coûts qui, au final, pourraient presque être acceptables pour une entreprise. Je le dis évidemment avec des guillemets. Hein. Donc, il faut vraiment aller sur les coûts cachés. Et là, si vous allez sur les coûts cachés, vous avez 4 fois plus de coûts qui viennent se rajouter au coût direct. Et là, ça commence à faire beaucoup de sous. Avez-vous des arguments pour convaincre un chef d'entreprise qui ne vend pas quelque chose en tant que tel? Je pense aux collectivités territoriales, aux EPIC, aux bailleurs sociaux. Premier argument, alors, qui ne vend pas, je suis désolé, ils vendent. Quand vous faites refaire une carte d'identité, il y a un service. C'est refaire la carte. Alors, je ne sais plus s'il faut payer quelque chose ou pas, mais si vous ne payez pas, rassurez-vous, hein, c'est vos impôts qui payent ceux qui font que la carte d'identité. Donc, il y a un service. C'est comme me dire, mais dans les services publics, une norme ISO 9000, ça ne sert à rien. Attendez, excusez-moi, vous avez des clients. Donc, ça sert à quelque chose de s'occuper de la satisfaction de vos clients. Donc, si, bien sûr, ça sert également. Ça sert parce que d'un seul point de vue santé-sécurité au travail, ne pas avoir d'événement fait que vos équipes sont complètes, il n'y a pas de surcharge de travail, les gens sont mieux dans leur peau, ils sont mieux au boulot, enfin, etc., etc. Je redécline pas tous les arguments que je viens de trouver. Mais pour moi, public, privé, administration, même combat. Il n'y a aucun débat sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris, je fais une parenthèse, qu'on demande à Mme Charlotte Lecoq de faire un rapport spécial pour tout ce qui touche l'administration en santé et sécurité au travail. Parce que pour moi, on est dans la même logique. Ce sont des gens qui, tous les matins, vont travailler pour fournir une prestation qui est reconnue ou pas et qui sert à la construction du délivré de ce service de l'administration dans lequel les gens travaillent. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. En tout cas, sur les pratiques fondamentales qui mènent à l'excellence, ce sont rigoureusement les mêmes. Si le taux de fréquence peut être détourné par une pression managériale, sur quoi peut-on nous baser pour faire une évaluation de la performance? Alors, c'est ce que je vous disais, et du coup, ça va me permettre d'ouvrir encore plus le débat. Je vous ai parlé de ce label. J'ai fait une première approche, vous l'avez compris, pour un pays étranger de ce label. Dans ma vision des choses, il doit contenir peu de questions. J'ai 50 questions dans mon label. Ces 50 questions, elles sont administrées à la fois par un auditeur dans une logique d'audit classique, mais je questionne tous les salariés sur les mêmes questions. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de savoir que si l'auditeur me dit, parce qu'il a vu ou il a entendu ou on lui a montré des choses qui lui laissent penser en tant qu'auditeur que oui, la pratique est présente dans l'entreprise, je vais demander aux salariés si la pratique, eux, dans leur quotidien, ils la vivent vraiment. Alors après, il y a plusieurs cas de figure. Soit le résultat de l'auditeur et des salariés est conforme. Ça me donne de la robustesse quant à l'idée de penser que c'est vraiment là ou vraiment pas là. Si maintenant l'auditeur me dit blanc et que les salariés me disent noir, je ne peux pas conclure. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille investiguer un peu plus profondément. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une photographie partagée entre l'auditeur, la direction et ce que vivent les salariés au quotidien dans l'entreprise sur l'existence de ces pratiques qui sont autour d'une quinzaine que je propose dans mon bouquin pour mettre en place le socle. Alors évidemment, pour Performant SST, il faut beaucoup plus que 15 pratiques, mais on est sur de la méta-pratique qui permet de poser la robustesse des fondations de toute votre approche. Alors, y a-t-il une labellisation SST hormis ISO 45000? Donc, ISO 45000 n'est pas une labellisation, c'est une certification. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Et je ne connais pas aujourd'hui de label SST. J'œuvre, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Travaillons ensemble. J'œuvre pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de ce point de vue. Donc, Marine Bassen, je viens de répondre à la question. A priori, certains arguments ne sont pas applicables dans la fonction publique, notamment concernant les nouveaux marchés ou nouveaux clients. Au sens fermé du terme, vous avez probablement raison. Mais si on ouvre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'idée, ça tombe. Ça tombe parce que déjà, l'administration, c'est un donneur d'ordre, donc il donne des marchés.
Et de ce point de vue-là, ils ont une vraie responsabilité sur le choix des prestataires à qui ils donnent des marchés. Et j'ai une expérience, notamment dans le BTP, qui me fait dire qu'il y a beaucoup de progrès à faire en France sur l'attribution des marchés publics d'un point de vue santé, sécurité au travail. Je pense qu'on est à très peu de choses près à l'encéphalogramme plat, malheureusement, sur ces sujets. Donc, il ne faut pas uniquement voir le gain de certains marchés, mais il faut aussi voir et positionner l'administration publique comme donneur d'ordre de marché. Et de ce point de vue-là, sa maturité en SST est tout à fait à travailler. Et donc, ce que je voulais dire, oui, tout à l'heure, c'est Badar Agay qui me fait dire ça. Ce fameux label, comme vous l'avez compris chez Ariane Group, c'est un excellent indicateur global proactif que vous pouvez suivre dans votre entreprise pour challenger vos divisions, vos départements, vos équipes sur l'existence de ces pratiques avec les résultats associés qu'on aura si ces pratiques sont là. Donc, en termes d'indicateurs proactifs, je pense qu'on peut difficilement trouver des indicateurs synthétiques plus performants que ce genre d'approche de labellisation que je prône et que j'appelle de mes voeux. Donc, c'est, voilà. Le lien causal n'est pas démontré dans la relation entre la SST et la performance éco-qualité. Bien sûr que si, elle est démontrée, la relation causale. Vous savez, quand vous avez une entreprise qui n'est pas capable d'éviter des événements indésirables en SST, elle n'est pas plus capable d'éviter des événements indésirables en qualité ou des événements vis-à-vis de l'environnement ou des événements vis-à-vis de l'existence de la corruption ou des événements, etc., etc., etc. Ce sont les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes façons de travailler et de produire qui ne sont pas optimum. Et donc, si vous avez, avec ces façons de produire et de travailler, des événements indésirables pour la santé et sécurité au travail, rassurez-vous, vous aurez les mêmes, quel que soit le sujet, y compris le domaine financier. Y compris le domaine financier. Quand vous avez des entreprises dans lesquelles vous avez des managers, voire des dirigeants, qui trichent avec les résultats SST en mettant de la pression pour manager plutôt l'indicateur que la SST, mais vous pouvez vous interroger, excusez-moi, sur la fiabilité des éléments financiers qu'ils remontent. Parce que s'ils sont capables de tricher pour un taux de fréquence, rassurez-vous, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas dans les mêmes états d'esprit pour rapporter des remontées financières qui soient plus favorables à leur propre prime, bonus ou déroulement de carrière. Vous savez, l'humain restera toujours l'humain, malheureusement. Bien, alors écoutez, il est 12h02, j'ai promis de m'en tenir à 1 heure, donc on est en léger dépassement. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, redonner le titre de votre livre? Alors là, oui, je vais le faire forcément. Mon livre s'appelle « Arrêtez de manager la SST ». Il est aux éditions Arnaud Franel. Je vous mettrai le lien dans le chat dès que j'aurai terminé ce webinaire. Comme ça, vous pourrez... Ou alors, vous allez sur mon site dvconseil.fr, www.dv.fr. Il est en page d'accueil. Vous cliquez dessus et vous aurez le lien. C'est encore le plus simple. Voilà. Allez, une petite dernière. C'est quoi la place d'un ergonome dans les entreprises en lien avec les SST? La place d'un ergonome, c'est la place de quelqu'un qui est expert sur un sujet qui relève de la santé et sécurité au travail. Donc, évidemment, l'ergonomie est un vrai sujet. Évidemment, l'ergonomie, ça se travaille le plus en amont possible avant de faire rentrer les machines. Mais une fois qu'elles sont là, il faut travailler à améliorer, lorsque c'est possible, l'ergonomie au poste de travail. Et donc, c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas l'ergonome qui va reprendre un salarié qui se conduit mal. Ce n'est pas l'ergonome qui va remplacer le manager. Donc, l'ergonomie, c'est un champ d'expertise parmi d'autres sur lesquels il faut s'interroger en matière de SST. Le psychologue, voilà, il y a plein d'autres domaines qui sont tout à fait intéressants à avoir. Voilà, écoutez, il est 12h04, je vais vous proposer d'en rester là.
Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce moment d'échange à travers vos questions. Je vous souhaite de vous porter le mieux possible dans cette période de pandémie un peu compliquée à vivre, que ce soit à la maison ou au travail. Et je vous donne rendez-vous peut-être dans un autre webinaire avec Préventica. Préventica que je remercie de me donner l'occasion de vivre des moments pareils avec vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et peut-être à bientôt. Au revoir.